Bonsoir à tous, dernier développement de l'actualité, merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu aujourd'hui dans le nord du pays, notamment dans les localités de Toubor, Kafolo et Kong. Le chef du gouvernement était aux côtés des soldats engagés contre le terrorisme. Patrick Achi a annoncé le deuxième plan social du gouvernement dont une partie ira au développement de la région et à l'insertion des jeunes. Après San Pedro, la ville de Bondoukou sera la prochaine ville du pays à accueillir une université. Les travaux sont actuellement en cours et le taux de réalisation est de 30%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est allé s'enquérir de l'état d'évolution du chantier. Fin des travaux, octobre 2022. Et puis les portes d'une clinique mise sous scellé par les services du ministère de la Santé. L'établissement est à Marcory. Il a été fermé pour faux documents et falsification de la signature du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On démarre en bref et en images. Après Toubor et Kafolo, le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, sont arrivés à Kong pour apporter le soutien de la République aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Cette mission du chef du gouvernement sera marquée par 2 temps forts, une visite de caserne en construction et un repas avec les soldats pour les galvaniser davantage. Le reportage complet de Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions. Je le disais, le Premier ministre en visite ce samedi à Kafolo, au nord du pays. Patrick Achi s'imprègne du dispositif sécuritaire dans la région. Le chef du gouvernement a également procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile. Le reportage d'Herman Guivet sur place dans la région. En provenance de Ferkessi-Dougou, le carrefour Nation, direction Kafolo. Plusieurs kilomètres de pistes villageoises à parcourir. De part et d'autre du chemin, un dispositif sécuritaire est bien en place. Dans notre champ de mire, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo, l'établissement fait office de cantonnement militaire aux forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurisation des biens et des personnes. Le bâtiment aux allures martiales, avec ses majestueux miradors et sentinelles postés, surplante les murs de la petite localité. Nous sommes devant cette enseigne, une enseigne qui renseigne du passé glorieux qu'a connu cette localité il y a de cela plusieurs années, du fait de la présence du Kafolo Hotel Lounge, cet hôtel qui attira un maximum de touristes qui venaient donc à participer à des safaris. En arrière-plan, vous pouvez l'apercevoir, l'entrée du cantonnement militaire que va visiter le Premier ministre Patrick Achi, le chef du gouvernement qui vient donc dans cette localité pour y rencontrer les militaires de ce cantonnement. Ce sera l'occasion pour lui justement de s'imprégner des travaux qui ont été engagés dans le cadre justement de la réhabilitation de ce cantonnement militaire. Ce sera l'occasion pour Patrick Achi de prendre contact avec les hommes en armes déployés dans cette localité. Dans cette zone du pays, à cette période de l'année, c'est l'armatan qui dicte sa loi. Escorté par une cohorte de véhicules militaires, nous prenons la direction de l'aérodrome de Kafolo. Patrick Achi, le chef du gouvernement, vient juste de marquer son arrivée dans la ville. Les honneurs militaires sont exécutés par 3 sections. Un peloton de gendarmerie, 2 sections du groupement tactique interarmes, 4 de Kong, aux ordres du chef de bataillon Mlankwasi Sinclair, commandant du groupement tactique interarmes, 4 de Kong. L'étape que Kafolo consistera à rendre visite à nos forces de défense et de sécurité ici présentes, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, pour essayer de leur transmettre les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et s'enquérir auprès d'eux qu'ils sont dans les conditions qui sont celles que le chef de l'État souhaite et pour lesquelles des moyens ont été mis à disposition. On en profitera pour également visiter des travaux qui sont en cours pour améliorer les conditions de travail qu'elles ont et voir avec eux quels sont les autres éléments sur lesquels ils souhaitent que nous insistions tout particulièrement. Une fois à l'intérieur du cantonnement militaire, un officier supérieur présente au chef du gouvernement Patrick Achi et à la délégation qui l'accompagne le champ des opérations que couvre le cantonnement militaire de Kafolo et les actions menées dans les zones d'action opérationnelle. Une présentation appuyée par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Le chef du gouvernement a des mots d'encouragement pour ces hommes qui veillent à la sécurisation de cette zone dite sensible aux incursions sporadiques.
Prochaine étape de cette visite du chef du gouvernement, l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait permettre d'améliorer les communications dans la région du Tchologo et bien au-delà. Dernière articulation de cette visite du Premier ministre Patrick Achi à Kafolo, la visite du nouveau cantonnement militaire de Kafolo, en construction. Des bâtiments qui sortent de terre. Vu les différents essais réalisés sur les briques en terre comprimée, nous avons eu une résistance de 7 mégapascales, ce qui permet de résister au tir direct des armes. Nous avons 7 bâtiments. Il y a l'infirmerie, le poste de commandement, le dortoir des officiers. On a 2 dortoirs troupes, une cuisine et le dernier bâtiment est réfectoire et salle télé. Le chef du gouvernement se réjouit de l'évolution des travaux. Ce nouveau site devrait permettre d'accueillir dans de bien meilleures conditions les hommes déployés à Kafolo pour la sécurisation de la zone. Au terme de cette visite, Patrick Achi, le chef du gouvernement, a mis le cap sur Kong, ultime étape de cette visite marathon dans la région du Tchologo. Le Premier ministre Patrick Achi était ce matin à Toubo, dans le Bunkani, où il a procédé au lancement de la deuxième phase du PSGouv 2022-2024, notamment l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord. Cela à travers un programme qui concerne la lutte contre le terrorisme dans les zones nord en proie au terrorisme. La phase 2 qui a été lancée concerne 6 régions du nord du pays, l'Abagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. On reste à Toubo, dans le département de Téni. Les populations reçoivent des vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, un don de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, soutenir les impacts socio-économiques des nombreux déplacements des populations fuyant le terrorisme du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Salema Toudia. Toubo, Téini, Kafolo et 6 autres villages de ces localités dans les régions du Bunkani et du Tchologo sont aujourd'hui des refuges pour environ 6 000 personnes fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour le gouvernement ivoirien, la collaboration entre tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux est primordiale pour faire face au terrorisme dans la sous-région et soutenir les populations. Encore une fois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux. Et cette fois, elle est dépêchée par le chef du gouvernement Patrick Achi pour apporter encore une assistance en vivres et non-vivres aux populations, à hauteur de 50 millions de francs CFA. Cette visite est pleine de sens en ce qu'elle vise à réaffirmer, si besoin s'en faut, la présence de l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble de son territoire, d'une part, et d'autre part, à manifester son soutien et sa solidarité vis-à-vis de ses concitoyens de ce département. Pour les autorités, c'est aussi et surtout avec ces populations que les États réussiront à freiner les crimes liés au phénomène du terrorisme. Ces dernières se réjouissent de l'hospitalité et de la solidarité qui leur sont offertes ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas tenir. Vraiment, le député a dit que c'est un peu triste. C'est des circonstances malheureuses que nous nous sommes retrouvés. Il y a des mots qu'on ne peut pas parler. Alors je prends la parole au nom des réfugiés, comme l'orateur a dit déjà, pour vous dire merci. Tellement que nous sommes dans la joie. À Toubo, ce samedi 22 janvier, le Premier ministre Patrick Achi lancera un projet à la faveur d'insertion des jeunes de la zone frontalière nord du pays. Autre volet de l'actualité, le comité de pilotage de l'initiative à Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est réuni hier à Accra. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et son homologue ghanéen y ont pris part. Les échanges ont porté, entre autres, sur la composition du secrétariat exécutif et la stratégie à adopter. Adama Koli. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le marché est manipulé. Nous avons un problème. Comment faire en sorte que nos pays, connaissant le mécanisme de fonctionnement du marché, comment nous devons contourner leur système? Je pense que c'est là que nous devons travailler. Et le travail a commencé par la mise en place d'un comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana.
Le comité a tenu sa deuxième réunion dans la capitale ghanéenne Accra ce vendredi 21 janvier 2022. Face au défi d'une meilleure rémunération du producteur, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani ne doute pas de la compétence des experts. Nous devrons pouvoir compter sur la capacité de notre secrétariat exécutif et de nos comités techniques et spéciaux à nous proposer des schémas directeurs qui doivent permettre à l'initiative de proposer des solutions qui nous permettront de donner un meilleur prix aux planteurs et ainsi répondre à nos ambitions. La réunion d'Accra a également permis de débattre de la durabilité de la filière cacao, de la transformation, de la consommation locale et de la lutte contre le travail des enfants. De quoi favoriser une meilleure vie sous les cacaoyers. On reste dans la capitale ghanéenne. Le jeudi 20 janvier dernier, le pays a été frappé par un deuil, l'explosion d'un camion qui a fait au moins 17 morts et d'énormes dégâts matériels. Le chef de l'État ivoirien a envoyé un émissaire chez le président ghanéen pour traduire sa solidarité au peuple frère du Ghana. On reste avec Adama Koni. Dès le lendemain de l'explosion du camion transportant des explosifs endeuillant le peuple ghanéen, le président Alassane Ouattara manifeste sa compassion et sa solidarité. Mieux, il dépêche auprès du président ghanéen le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. D'abord, nous étions venus présenter les condoléances de son Excellence, le président de la République, à son frère suite à cet accident. Donc, à cette occasion, le président nous a chargé de porter le message de compassion à son frère. Et suite à cela, nous avons également salué au nom du président de la République le leadership du président Akufo-Addo pour son engagement aux côtés donc, de ses pairs dans le cadre de la CEDEAO pour régler les conflits qui minent notre sous-région. Ensuite, nous lui avons fait part de la réunion que nous venons de tenir dans le cadre de la deuxième session de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, où il a été question de présenter la vision stratégique du développement de notre initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Très sensible à la démarche de la Côte d'Ivoire, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prié le ministre d'État ivoirien de traduire toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. C'est le jeudi 20 janvier que le drame s'est produit dans une ville de l'ouest du Ghana, occasionnant au moins 17 morts et 59 blessés. Ici en Côte d'Ivoire, suite au décès tragique de 9 personnes dans un incendie au quartier d'Igoué 1 à San Pedro, le ministre-gouverneur Philippe Légré a exprimé sa compassion à la famille éplorée. Sam Conan. Le ministre-gouverneur Philippe Légré compatit à la douleur de la famille Taïrou. On se rappelle, un drame a frappé cette famille. 9 membres, dont une femme et 8 enfants, ont péri dans un incendie dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier. Philippe Légré, à la tête d'une forte délégation, est donc venu réconforter le chef des familles, l'un des 2 rescapés. Ça m'a donné courage, vraiment, de toute façon je le vois en face de moi, vraiment ça m'a donné courage même. Il y a eu un événement malheureux ici à San Pedro. C'est monsieur, notre frère, qui a perdu les enfants, plus son épouse. Il n'y a rien de plus douloureux que cette situation qu'il est en train de traverser. Et donc, on ne pouvait pas venir le saluer. Et bien avant que l'autorité suprême ici du pays, nous avons encore 2 personnes pour compatir et prendre part à cette douleur. Nous, à notre humble niveau, nous sommes venus leur apporter notre soutien. Avant de partir, le ministre-gouverneur a remis la somme d'1 million de francs CFA à la famille éplorée. Des prières ont été faites pour le repos des l'âme des défunts.
À Bondoukou, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, visite le chantier de l'université. Le taux de réalisation est de 30%. L'ouvrage sera livré en octobre 2022. Mama Traoré. L'université de Bondoukou sera construite en 4 phases sur un site de 305 hectares. Les travaux en cours visent à réaliser la première tranche. Déjà la présidence, la bibliothèque centrale, l'école d'architecture et quelques amphis s'imposent à la vue du chantier. Quant aux résidences universitaires, aux restaurants, au centre médical et aux bâtiments logistiques, ils doivent encore pousser pour espérer être au rendez-vous de la prochaine rentrée universitaire prévue pour octobre 2022. L'avancement du travaux, on l'a estimé à 30%. C'est un projet qui s'étale sur 24 mois. On a consommé une bonne partie, une 60% à peu près, mais on est derrière l'entreprise pour quand même honorer le délai contractuel. Déjà en chantier, que cette université suscite la joie des populations qui l'accueillent sur leur terre. Ce sera une université moderne à la pointe de la technologie. Cela réjouit la population du Zanzan. Dans son adresse de fin d'année, le chef de l'État a annoncé l'ouverture de ce temple du savoir pour octobre 2022, à charge pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de veiller à la concrétisation de cette promesse. Ce vendredi, Adama Diawara s'est donc rendu sur le site de la future université pour apprécier l'évolution des travaux. C'est digne vraiment des architectes. Je crois que ça va faire pâlir les hameaux. Satisfait pour certains compartiments, pas le cas pour d'autres. En tout cas, j'aurais voulu le restaurant des enseignants et les étudiants là. Voilà. Mais bon, c'est déjà fait, on fera avec. Mais dans l'ensemble, tout semble avancer selon lui. Je pars d'ici très satisfait parce que je vois que les travaux sont assez avancés. Je fais entièrement confiance au PDU, au programme de décentralisation des universités, et également à l'entreprise chinoise, tout comme aux financiers, notamment la Banque islamique de développement, pour qu'en octobre 2022, cette université puisse ouvrir ses portes, comme cela a été promis par le chef de l'État. Les spécialités qui seront enseignées à l'université de Bondoukou, vous avez d'abord l'architecture et l'urbanisme, vous avez les sciences sociales, vous avez les lettres, vous avez les arts et les langues, et vous avez, en plus de tout cela, vous avez le développement durable. Pour cette première phase, l'université de Bondoukou pourra accueillir 3000 étudiants, dont 400 attendus pour la première année académique. On passe au point sanitaire lié au coronavirus, les chiffres de ce samedi 22 janvier. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 183 nouveaux cas de Covid-19, 196 guéris et malheureusement 3 nouveaux décès. À la date du 22 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 114 cas confirmés, dont 76 588 personnes guéries, 778 décès et 2748 cas actifs. Le 21 janvier, 11 694 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 910 177 doses. Toujours dans la santé, un comité est mis en place pour piloter la plateforme nationale de coordination du financement du secteur. Après une mise en berne de ses activités, le comité a repris du service. Les membres et les partenaires au financement se sont réunis récemment pour définir les résultats attendus. Théodore Zouzou, Godefroy Okamawa. Depuis l'apparition de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, c'est la première rencontre du comité de pilotage de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé. Un organe de décision qui vient en appui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette structure met en collaboration les parties prenantes, la société civile, le secteur privé et les partenaires. Et cela pour une meilleure coordination des besoins dans le secteur de la santé. Il s'agissait de valider les documents de travail, comment on va travailler pour les prochaines années. Alors, on a présenté le cadre de travail qui devait être validé par le comité de pilotage, et également le cadre de résultats. C'est un peu une mise en route de la plateforme. Un dossier d'investissement de 38% de réalisation des projets du fait de la Covid-19 et un manque de financement ont été présentés à la tutelle.
Le ministre Pierre Demba est allé s'imprégner des réalités de cet outil important pour le gouvernement en matière du bien-être des populations et de mise en place de l'assurance maladie universelle. La réalisation de nos ambitions communes passe par une maîtrise du financement de la santé à travers une amélioration de la coordination des parties prenantes, des mécanismes de responsabilité partagée, un accroissement de l'efficacité des dépenses publiques, une amélioration de la contribution de l'État à ces dépenses, la mobilisation des ressources suffisantes pour soutenir l'investissement dans la santé. Notre pays donc, a pris l'option de travailler à réduire la mortalité maternelle et néonatale et infantile tout en transformant profondément les conditions de production des services de santé à travers des réformes ambitieuses. Cette plateforme est instituée depuis 2019. Elle vise à faire converger les actions autour des priorités du gouvernement en matière de santé. Je le disais en titre, une clinique clandestine à Marcory fermée pour activité illégale. Ce sont les services de contrôle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui ont procédé ce vendredi à cette fermeture. Jean-Marc Djadji. Marcory-Remblai, boulevard du Cameroun, cité Jean-Baptiste Moquet. C'est dans ce quartier que les éléments de la police sanitaire font irruption en fin de matinée dans le centre médico-social PEMA. Après plusieurs mois d'enquête zonale, la consigne est claire pour ces inspecteurs. Ce centre médico-social doit cesser immédiatement ses activités. La raison, fraude et infraction à la législation sanitaire. On est tombé sur cette structure qui était l'une des structures qui avait une autorisation. Donc on est bien content, sauf qu'on n'avait pas encore vu physiquement l'autorisation. Donc on a demandé à ce qu'on le produise. Quand on l'a produit, on s'est rendu compte que oui, c'est une autorisation. Mais cette autorisation semblait être une autorisation falsifiée. On a donc procédé à toutes les vérifications et on a constaté qu'effectivement, il s'agissait d'un document falsifié avec falsification de la signature du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé, à travers sa brigade mobile de la police sanitaire, est déterminé à réprimer et sanctionner tous les contrevenants à la loi. Le ministère de la Santé a déposé une plainte sous instruction du ministre contre des personnes, les promoteurs de cette clinique qui ont produit le document. Mais les enquêtes pourront déterminer le nombre et la nature des personnes qui sont impliquées. Encourager le secteur sanitaire privé est l'une des actions du gouvernement. Les promoteurs sont interpellés. Les établissements sanitaires privés aident énormément le système public et soutiennent le ministère de la Santé. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais ces activités-là, pour le ministère de la Santé, ne peuvent se faire que dans le respect des règles. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des établissements sanitaires privés fonctionnent sans autorisation. Soit 3 cliniques sur 10 exercent de façon légale, selon le ministère de la Santé. Tout autre chose à présent, le président des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ibrahim Diabaté, élu le 5 août dernier, a reçu des conseils et bénédictions de Sa Majesté Amon Tanoï. Logoriti, Didier Nguessan nous en parle. La nouvelle équipe, à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, a rencontré le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Amon Tanoï. Ils sont venus se présenter aux garants de la tradition. Pour Ibrahim Diabaté, le président du CNJCI et ses camarades, c'est une démarche de principe. Il s'agissait pour le nouveau bureau de venir présenter ses honneurs, mais bénéficier des sages conseils de Sa Majesté. Mais également, le Conseil, qui est un organe consultatif aujourd'hui, a besoin de travailler avec toutes les instances décisionnelles. Et vous savez aujourd'hui, mieux que moi, la place que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels joue en Côte d'Ivoire. Et il s'agissait pour nous de nous rapprocher d'eux et élaborer, envisager ensemble des pistes de collaboration. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons trouvé un ANA ouvert, un ANA prêt à nous accompagner. Une rencontre où le roi et quelques membres du directoire ont prodigué des conseils aux jeunes. C'est bon pour des papas, des grands-papas, de voir que leurs enfants, leurs petits-enfants viennent se ressourcer chez eux. Et ça fait plaisir. C'est la première des choses. La seconde chose, c'est que nous avons reçu la fêtière des jeunes. Donc, avec elle, nous pouvons échanger, nous pouvons parler. Et donc, c'est sans nous prier que nous avons donné quelques conseils et avis pour qu'ils puissent tenir la jeunesse de Côte d'Ivoire avec notre bénédiction.
Le 8 février prochain, à Yamoussoukro, ils seront présentés à l'ensemble du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le CNJCI est une plateforme consultative d'appui et de plaidoyer en faveur des associations de jeunesse. Un ouvrage qui donne la clé pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Il est du docteur Aka Eleté. Le livre a été dédicacé jeudi dernier au siège de la CGECI au Plateau. Issa Yeo. Comment entreprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire? L'auteur Aka Eleté propose sa recette à travers son ouvrage intitulé « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». J'ai proposé qu'il y ait en Côte d'Ivoire une révolution entrepreneuriale pour lutter de façon durable et efficace contre la pauvreté et le chômage. J'ai dit la dernière guerre parce que, voyez-vous, on a déjà eu 2 guerres et plusieurs crises socio-économiques qui ont amené à la destruction de nombreuses entreprises privées. Et la seule et grande arme dont dispose l'État, les pouvoirs publics, c'est l'entrepreneuriat. Pour le gouvernement et les gouvernants généralement, pour pouvoir booster l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Deuxièmement, pour les jeunes, les étudiants, comment se transformer en entrepreneur. Et troisièmement, pour le citoyen lambda, pour en faire des champions entrepreneurs. Patron de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage est indéniable. Il faut absolument se tourner vers l'auto-emploi, c'est-à-dire vers la création d'entreprises. Donc vous comprenez bien que l'exercice auquel nous avons été soumis, c'est le lieu pour nous de suivre ce genre d'exercice je dirais à plusieurs reprises. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, pour pouvoir faire en sorte que les apprenants qui sortent de notre système sachent qu'il n'y a pas que le secteur moderne qui procure de l'emploi, qu'il faut aussi se tourner vers l'auto-emploi par la création d'entreprises. La dédicace de cet ouvrage a été marquée par un panel d'experts. Des experts qui ont exhorté les Ivoiriens à entreprendre que de chercher à être, coûte que coûte, fonctionnaires. Je vous amène à présent en pays Adioukro. La prise et l'exercice du pouvoir restent le mode générationnel. À Vieux-Badien, département de Dabou, la génération Bodre a la lourde tâche de présider aux destinées du village pour les 8 années à venir. Les patriarches, appelés aussi Ebébou, ont été investis et cela s'est matérialisé par la remise des attributs en présence de plusieurs personnalités administratives et traditionnelles. Franck Akwadio. Vieux-Badien, département de Dabou, les Nigbessi au pouvoir, après 8 années de règne, cèdent leur siège à leur cadet de la génération Bodjol, appelés aussi les Obodjrou. En pays Lodjoukrou, la gestion du pouvoir traditionnel se fait de manière cyclique et ces Ebébou, tous septuagénaires, auront la lourde tâche de conduire le village sur la voie du développement, de la cohésion et de la paix. Les nouveaux Ebébou présentaient alors à tout le village le clou de la journée, la remise des attributs, la canne, le chapeau, le chasse-mouche, le pagne et le kaolin. Les Obodjrou placent leur règne sous le sceau d'une gestion participative. Nous mettons le sceau du pouvoir sur le rassemblement, la concorde, la solidarité, pour qu'ensemble, fils et filles de ce village et des assimilés, ceux qui nous font faire l'honneur d'habiter avec nous, doivent travailler avec nous. Parce que l'affaire de la gestion du village est l'affaire de tous. Quand on est isolé, c'est pas bon. Il faut que tout le monde participe à ce développement-là. Les filles et fils du pays Lodjoukrou saluent la continuité de ce processus de succession générationnelle d'exercice du pouvoir traditionnel. Les différents intervenants invitent d'ailleurs la jeune génération à maintenir la flamme. Nous avons une mission de sensibilisation, d'information auprès de la jeunesse pour qu'ils s'approprient ce système de gouvernance parce que c'est démocratique, ça se fait sans palabre. En pays Adjoukrou, on dénombre 7 générations composées chacune de 3 catégories. La prochaine fête de l'Ebeb à Vieux-Badien aura lieu en 2028.
Du football et la Coupe d'Afrique des Nations en Cannes 2021. Les huitièmes de finale démarrent demain. 2 affiches à suivre. Burkina Faso, Gabon à 16h, temps universel, suivi du choc Nigeria-Tunisie à 19h, temps universel. On poursuit en sport. Le franco-ivoirien Fabrice Niédré, détenteur de 2 titres de champion du monde de kickboxing, est en Côte d'Ivoire. Originaire de Gagnoa et de passage dans cette ville, il a pu s'enquérir des réalités de la capitale du Go. Fabrice Niédré invite la jeunesse à cultiver l'excellence. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. Le franco-ivoirien Fabrice Niédré, en vacances à Gagnoa, la terre natale de son père. Ce professionnel du kickboxing, double détenteur du titre mondial ISCA des moins de 100 kg, s'adonne à des moments de loisirs avec ses amis et quelques admirateurs. Parties de natation et balades dans la ville sont au programme. Il espère pouvoir présenter ses 16 ceintures aux autorités ivoiriennes. Heureux de retrouver les siens, Fabrice Niédré, alias Dali Gozo, encourage la jeunesse ivoirienne à prendre son envol. J'aimerais dire aux jeunes Ivoiriens que dans la vie, tout est possible. Si tu te donnes à fond dans tout ce que tu fais, tu peux réussir. Voilà, moi, je travaille à côté. Je fais de la boxe par passion et j'ai réussi à aller décrocher 2 titres mondiaux. J'ai toujours donné mon cœur à représenter le pays et j'aimerais pouvoir présenter les ceintures aux autorités et qui voient mon travail. Après l'avoir découvert sur les réseaux sociaux, le maire et président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, veut en faire une égérie pour sa collectivité. Comme il vient de Gagnoa et que son père est de Dibegnoa, voilà, et puis sa mère est de Babré et il est né là-bas. C'est comme ça, l'année, 2017, il a demandé à ses parents que je vais revenir sur mes bases. Et il est venu faire 4 mois à l'aventure à Gagnoa ici. Il a trouvé des amis à Cocouville et à Babré. Et quand il est retourné maintenant en France, son papa a voulu qu'il joue au basket et il a voulu faire le kickboxing. Donc nous sommes en train de faire mes épieds pour présenter cet athlète international à la Côte d'Ivoire au ministère des Sports. En 5 ans, Fabrice Niédré, âgé de 33 ans, est passé du statut de débutant au titre le plus prestigieux. Il s'est forgé un palmarès élogieux, 59 victoires en 71 combats pour un bilan de 14 succès et 3 défaites chez les pros. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Restez toujours sous la protection du Très-Haut. Je vous le souhaite.